Alors, tout juste après la crise, on remet en question le capitalisme. En 1933, le taux de chômage continue de grimper, les œuvres de charité peinent à soulager les gens de la misère. Pour certains politiciens, gens d'affaires et syndicalistes, l'État doit continuer à stimuler l'économie en créant des emplois, ce qui redonnerait aux travailleurs un pouvoir d'achat et redémarrerait le mouvement de consommation. Selon eux, l'État doit aussi prendre des mesures pour éviter qu'une crise de cette ampleur se produise. Et pour ça, on s'inspire de M. John Maynard Keynes, qui est un économiste du Royaume-Uni qui a développé une théorie qui est le keynésianisme. Selon lui, l'État doit faire en sorte de stabiliser l'économie puis de relancer l'emploi et la production en temps de crise. Pourquoi le capitalisme, ça se caractérise par des cycles de croissance économique et des cycles de crise, donc croissance, récession. Selon Keynes, l'État doit favoriser la consommation en période de crise, ici, puisque la baisse de la demande entraîne un ralentissement général de tous les secteurs économiques, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Donc, l'État a un rôle à jouer et ça va inspirer les Américains. Alors, j'en parle des Américains tout juste après. Donc, selon Keynes, on intervient avec une politique d'emploi. Si les gens travaillent, donc il y a plus d'emplois. En travaillant, on a des revenus, on peut donc acheter plus. En achetant plus, ben, il faut produire plus. Puis si on produit plus, ben, ça donne de l'emploi à certaines personnes. Donc, c'est un cercle vicieux. Et en plus, si on redistribue des allocations aux familles et qu'on fait une baisse de taxes et d'impôts, les gens ont plus de revenus, ils peuvent acheter plus. Quand on achète plus, on produit plus. Et voilà. Alors, aux États-Unis, le président Roosevelt, nouvellement élu en 1932, s'entoure d'experts qui connaissent ces idées-là du keynésianisme. Il développe une approche économique qui prône l'interventionnisme, connu sur le nom de New Deal. Alors, dans ce contexte-là, le gouvernement va mettre en place une première forme d'assurance chômage, qui est un soutien financier aux travailleurs sans emploi afin de leur assurer un revenu. On va aussi implanter le salaire minimum, limiter la semaine de travail à 40 heures, développer des programmes qui offrent des primes aux agriculteurs. On va financer les travaux publics d'envergure comme des barrages et des ponts. Et parlant de barrages et de ponts, on parle notamment là, du barrage Shasta en Californie ou encore du pont, le Golden Gate à San Francisco. Et cela, même si l'État doit emprunter de l'argent et s'endetter, ça va être contesté par certains milieux d'affaires. On le juge trop interventionniste, surtout que même si on fait tout ça, la crise va quand même perdurer. Donc, suite à ces mesures, les Américains vont aussi, les banques américaines vont rapatrier aux États-Unis l'argent qu'elles avaient prêté à des pays d'Europe pour notamment les aider à se reconstruire après la Première Guerre mondiale. Et cela met en faillite plusieurs banques européennes. En plus, pour protéger les entreprises de son pays, le gouvernement américain va augmenter ses tarifs douaniers, ce qui freine les exportations vers les États-Unis. En conséquence, la crise économique qui était d'abord aux États-Unis va se répandre à l'échelle mondiale. Dans plusieurs pays, la crise accroît le pouvoir de partis politiques totalitaires. Et totalitaire, ça se dit d'un régime politique où gouverne, un seul parti gouverne de manière très autoritaire. On va parler d'Hitler en Allemagne, de Staline en URSS, mais tout d'abord de Benito Mussolini en Italie. Alors commençons par lui. Il a instauré un régime fasciste en 1922 en Italie. C'est un régime politique totalitaire et dictatorial, reposant sur des principes ultranationalistes. Il va orienter sa politique extérieure vers la conquête de nouveaux territoires, surtout en Afrique. Puis il va aussi atténuer la dépendance de l'Italie vers d'autres pays, notamment en exploitant au maximum les ressources du territoire italien. Hitler est aussi fasciste, c'est-à-dire qu'il est ultranationaliste. Donc, le parti nazi, un parti fasciste, profite du mécontentement populaire causé par la crise et se fait élire en 1933. Son chef, Adolf Hitler, instaure alors, une fois élu, une vigoureuse politique interventionniste, aide aux chômeurs, grands travaux, prêts aux entreprises. Et les Allemands vont se sortir de la crise de cette façon-là. Mais aussi, il ne faut pas oublier que le régime nazi lance un vaste programme de militarisation, et ce, malgré les interdictions du traité de Versailles de 1919. Hitler se prépare à conquérir d'autres territoires européens qu'ils appellent pour lui son espace vital. Et pourquoi il le fait, c'est qu'il estime que les Allemands constituent une race supérieure à toutes les autres. Les Allemands sont aussi donc racistes et antisémites, c'est-à-dire contre les Juifs. On va parler de Staline en URSS, qui est l'ancienne Russie. Donc, l'URSS, c'est les communistes et l'Union des républiques soviétiques socialistes. Alors, c'est un système communiste qui mise sur la répartition des richesses. Et en URSS, à la même époque, il y a très peu de chômage parce que l'URSS s'est refermée. Donc, les échanges sont limités avec les autres pays. Donc, l'URSS est très peu touchée par la crise. Pourtant, les droits et libertés sont très limités dans le pays. Les opposants au régime sont envoyés dans les camps de travail. Donc, il y a eu des camps de travail en URSS bien avant qu'il y ait des camps de concentration en Allemagne. Et de hauts dirigeants politiques accusés de comploter contre le régime sont mis à mort à la suite de procès qui relèvent davantage du spectacle que de la justice. Et cette période en URSS, elle est caractérisée
de grande terreur. Voici donc les caractéristiques du fascisme et du communisme. Donc, on voit que ce sont des dictatures, qu'on utilise la propagande, ont une grande répression policière et aussi des camps de travail. Du côté de l'Italie et de l'Allemagne, on est très nationaliste et on utilise les entreprises privées, alors que du côté communiste, c'est l'État qui est propriétaire de tous les moyens de production et on utilise beaucoup, à ce moment-là, on gère la classe ouvrière. Malgré tout, on peut voir que la production industrielle, donc 1937, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et surtout en URSS, ça augmente. Donc, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une augmentation de la production industrielle. Donc, on se sort peu à peu de la crise économique. Chez nous, est-ce qu'il y a eu des communistes? Est-ce qu'il y a eu des fascistes? Eh bien oui. Alors, on va commencer à gauche. Alors ici, vous avez les idéologies sociopolitiques au Canada. Donc, on passe de l'extrême gauche à l'extrême droite. Vous avez la gauche, la droite et le centre ici. Alors, on y va. Donc, au numéro 1, on a eu le Parti communiste ici. On a eu la Cooperative Commonwealth Federation, donc CCF, qui est l'ancêtre du NPD aujourd'hui, qui est un peu plus socialiste avec des programmes sociaux. Au centre, on a les libéraux, donc le Parti libéral et surtout au centre, les valeurs de gauche, de droite, liberté individuelle, commerciale doivent être maintenues. On a le Parti conservateur, qui est un peu plus à droite. Et on a aussi le Parti national social chrétien, qui est un régime totalitaire où, en fait, c'est un parti politique qui prône un régime totalitaire où l'État laisse la liberté d'entreprise et de droit de propriété, mais impose l'ordre et le respect de l'autorité. Et ce parti-là a été dirigé par Adrien Arcan et ses membres de ce parti sont appelés les Chemises bleues. On va continuer avec le Canada. Donc, de 1930 à 1935, le premier ministre Richard Bennett redistribue en moyenne plus de 30 millions de dollars par année dans les provinces pour soutenir des travaux publics et aider financièrement les chômeurs. On va aussi créer la Banque du Canada pour solidifier le système bancaire. Et M. Bennett promet son propre New Deal. Assurance chômage, réglementation des salaires, diminution des heures de travail. Cependant, on juge ces mesures trop tard. On est 1935. Donc, Bennett est battu aux élections par le libéral William Lyon Mackenzie King. Il ne faut pas oublier qu'à la même période, c'est à ce moment-là que le Canada va obtenir sa souveraineté à part entière, même sur sa politique extérieure. 1931, le Royaume-Uni adopte le statut de Westminster qui accorde l'indépendance à ses dominions. Et une fois l'indépendance obtenue, le Canada va s'entendre avec les nouveaux pays, les anciennes colonies britanniques. C'est ce qu'on appelle le Commonwealth. Et dans le Commonwealth, avec le Royaume-Uni, on va s'entendre pour fixer des tarifs douaniers préférentiels. On termine. Donc, pendant la Grande Dépression, on observe une montée de la xénophobie au Canada, qui est l'hostilité ou la haine envers les étrangers. Le taux de chômage élevé incite le gouvernement canadien à décréter en 1931 la politique sur l'immigration la plus restrictive de son histoire. On va limiter l'entrée au Canada aux citoyens américains et britanniques suffisamment riches pour subvenir à leurs besoins, aux agriculteurs capables d'exploiter une ferme et aux épouses et enfants de résidents déjà canadiens. Alors que les Juifs sont persécutés en Allemagne, peu d'entre eux sont acceptés au Canada, tout comme les Asiatiques, particulièrement victimes de discrimination dans le contrôle de l'immigration. Au cours des années 1930, on accueille environ 16 000 immigrants en moyenne par année comparativement à 126 000 immigrants par année pendant la décennie précédente.